Donc, comment vont fonctionner aujourd'hui? Alors, pour les nouveaux, je me présente Nathalie Girard, copropriétaire de l'école de massothérapie, kinésithérapie L'Être. Et je suis dans le domaine de la santé depuis maintenant 31 ans pour avoir débuté ma profession dans le domaine de la physiothérapie. J'ai toujours travaillé avec des cas qu'on appelle orthopédiques, donc les cas musculo-squelettiques. Et il y a 21 ans, j'ai bifurqué en massothérapie par ma grande croyance du déséquilibre musculaire et des tensions générées avec les douleurs, ce qu'on peut dire référées ou la référence des symptômes des trigger points quand ils sont actifs. Et ça m'a vraiment fait triper, capoter que j'en ai fait une passion. Et à la suite de ma formation au centre psychocorporel dans le temps, on m'a donc demandé en 2000, dans les années 2000, de commencer à faire de l'enseignement. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, j'enseigne l'anatomie 1 et la patho 1 de base sur notre suédois. Donc, à ce moment-là, on commence tout de suite avec la philosophie de pensée. Dès le niveau 1, on installe la philosophie de pensée à laquelle je vous parle depuis maintenant 2 semaines. Déjà au niveau 1, pour préparer les gens qui veulent s'en venir faire une formation un peu plus avancée, donc la kiné et l'orthothérapie. Bien sûr, j'enseigne la kinésithérapie. J'enseigne toutes les formations continues. J'enseigne le DEEP, les ventouses, les mobilisations articulaires, le taping neuroproprioceptif. Donc, je suis d'emblée plus dans la formation au niveau 2. Good! Alors aujourd'hui, comment on fait ça? On va parler des pathologies qu'on rencontre à l'épaule. Je veux que vous, pour moi, c'est super important de comprendre l'objectif de ces Facebook-là, c'est de stimuler notre communauté Facebook. Donc, tous les massos, kinés, orthothérapeutes qui sont avec nous, en fonction de faire comme une révision, ou pour certains, de mieux voir... je suis en train de dire que je parle trop vite, de mieux voir les pathologies diagnostiquées à laquelle les clients vous consultent et voir un œil posé sur la pathologie d'ordre tissulaire. Donc, quand je parle du tissulaire, je parle de la fibre musculaire et des fascias. Ce qui fait que moi, le travail que je trouve qui est important pour nous de faire et d'accompagner les autres intervenants dans le domaine de la santé, c'est vraiment de travailler à faire un gain de la flexibilité des tissus musculaires qui sont donc alentour d'une articulation. Ça va? Alors aujourd'hui, ce qui est important pour moi, c'est de faire une révision un petit peu au niveau de l'articulation de l'épaule. Alors j'ai bien sûr des outils. Je ne suis pas à l'école, on est en confinement, alors je m'organise avec ce que c'est que j'ai. J'ai donc ici une belle scapula qu'on peut voir. Tout le monde connaît donc la scapula, les bords médiales, la cavité glénoïde, l'épine, la cavité glénoïde qui est au bout et qui nous permet de recevoir bien sûr la tête humérale qui va rentrer ici au niveau de la cavité glénoïde, qui va être en dessous de l'acromion et qui va constituer ce qu'on appelle l'articulation gléno-humérale. Alors, quand l'épaule bouge, les premiers mouvements en abduction ou en flexion sont donc faits dans l'articulation gléno-humérale. C'est donc ici. À ça, s'associe bien sûr ce qu'on appelle une clavicule. Et la clavicule s'en vient se marier environ à un angle de 90 degrés qui va venir s'accrocher à l'acromion et à la partie antérieure au niveau du manubrium pour la partie sternale. Excusez, donc j'ai l'articulation glénomérale, j'ai l'articulation acromio-claviculaire, j'ai l'articulation qui va être ici au niveau de mon sternum, donc sternoclaviculaire, et bien sûr, j'ai l'articulation scapulo-thoracique parce que la scapula bouge sur le thorax à l'arrière. Donc, une image qui va être un petit peu plus complète, qui vous permet de voir l'humérus, la scapula avec la fosse scapulaire, le processus coracoïde, la jonction de l'acromion avec la clavicule. Et ici, c'est donc la partie postérieure qui vous permet de voir une autre façon. Et bien sûr, qu'est-ce que vous voyez en gris? Ce sont donc tout le système capsulaire et ligamentaire qui tient en place l'articulation de l'épaule. Pour moi, l'épaule, donc, c'est un tout. C'est-à-dire, c'est pas juste le fait que je fais une flexion. Il faut comprendre que quand je fais une flexion, mon action se fait dans l'articulation gléno-humérale en premier,
Après, va s'ajouter la scapula qui va agir. Elle doit absolument sortir vers l'extérieur, faire une rotation supérieure. Après, va se joindre la clavicule dans un mouvement et terminer les derniers degrés de mouvement avec l'action de la région thoracique haute. Je vais revenir à la fin quand je vais vous avoir expliqué les pathologies pour que vous puissiez faire un petit peu l'action. Donc, dans l'épaule, j'ai bien sûr les mouvements de flexion, les mouvements d'abduction dans le plan scapulaire. J'ai les mouvements de abduction qui est collé, de abduction, ça marche. J'ai les mouvements de rotation latérale, donc rotation externe ou les rotations médiales. Fait que j'ai 6 mouvements qui se fait à l'articulation de l'épaule. J'ai à la scapula, j'ai donc des mouvements d'élévation, d'abaissement, d'abduction, ABD appelé aussi protraction. J'ai des adductions appelées aussi rétraction. J'ai ce qu'on appelle les rotations supérieures, anciennement appelées les sonnettes latérales ou externes, les rotations inférieures, anciennement appelées sonnettes médiales ou internes. Et j'ai aussi ce qu'on appelle des mouvements de bascule, donc souvent la bascule antérieure au niveau de la scapula qui existe et qui va être tirée généralement par un petit pec, hein? Parce qu'il va y avoir une différence. Moi, je vous parle toujours de regarder la posture de votre client et de voir si j'ai une épaule enroulée, je suis enroulée, donc j'ai un enroulement vers l'avant. Et si je suis basculée, c'est comme plus une petite bascule qui fait que ça va faire ça. Donc, les mouvements sont vers l'envers aussi, mais je ne sais pas trop quoi faire. Donc, une bascule, ce qui fait que l'angle inférieur va avoir tendance à décoller un petit peu du bord inférieur. Il va décoller de la scapula à ce moment-là. Et bien sûr, j'ai les mouvements au niveau de ma clavicule. Si j'ai la clavicule ici, j'ai bien sûr des élévations et des abaissements. J'aurai ce qu'on appelle des antépulsions, c'est-à-dire où est-ce que je bouge vers l'avant et où est-ce que je bouge vers l'arrière. Donc, antépulsion, rétropulsion. Et bien sûr que j'ai des rotations postérieures ou vers le haut et des rotations inférieures. Alors, tout ça bouge ensemble. Là, tantôt, quand je vais décortiquer un petit peu plus avec les pathologies, on va pouvoir le voir et ça sera plus facile. Alors, je commence avec souvent des pathologies qui sont d'ordre plus traumatique. Vous avez ce qu'on appelle les luxations acromioclaviculaires. Donc, si je reprends, et la luxation acromioclaviculaire, il y a souvent une chute sur l'épaule qui se refait. Et le choc est comme pris au niveau de l'acromion qui va abaisser l'acromion ou une chute sur l'épaule qui pourrait le relever. Donc, vous allez voir quoi? Un aspect de hauteur qui sera différent. Alors, quand vous regardez chez vos clients, il se peut que la clavicule à la partie externe, donc latérale, soit un petit peu plus haute que l'acromion. Ça peut vous démontrer anciennement, dans votre questionnaire santé, dans les antécédents médicaux, que la personne peut vous dire qu'elle a eu une luxation acromioclaviculaire et que souvent, il reste une petite différence, un petit décalage entre les structures et il y aura bien sûr un stress ligamentaire. Je voudrais juste vous dire une approche que vous pouvez faire et qui peut venir aider le muscle qui s'attache à la partie latérale de la clavicule. Il y en a un et c'est le trapèze supérieur. Et plusieurs personnes ont beaucoup de tension au niveau du trapèze supérieur et la tension est souvent précise, c'est-à-dire juste à la région postérieure de la clavicule où mon attache, elle vient jusqu'ici, elle vient quand même jusque-là. Il y a souvent beaucoup de tension dans cette zone-là. Donc, si j'ai un trapèze supérieur qui s'attache ici extrêmement tendu, il va faire quoi? Il va tracter vers le haut la partie latérale de l'épaule et faire toujours une distanciation avec votre acromion.
Alors, idéalement, si vous venez relâcher la fibre dans son attache sur la clavicule au niveau du trapèze supérieur, vous allez vraiment voir la clavicule qui va avoir tendance à tout simplement descendre et se rapprocher de son attache avec l'acromion. Si, bien sûr, j'ai toujours souvent quelque chose qui tire trop fort, ben j'ai comme des muscles qui font peut-être moins bien leur travail. Donc, si je veux stimuler l'action et pouvoir maximiser l'abaissement de ma partie latérale de la clavicule, je pourrais donc stimuler les muscles qui s'attachent à la partie latérale de la clavicule comme un deltoïde antérieur qui pourra m'aider à abaisser ma clavicule et bien sûr, juste ici en dessous, c'est un tout petit muscle, je ne sais pas si vous le connaissez, mais il est assez dévastateur à l'épaule. Il s'appelle le subclavier. Il est donc attaché à la première côte dans son origine et son insertion est en dessous, vraiment à la partie inférieure de la clavicule et lui, il va la stimuler à l'abaisser, la clavicule. Donc, je relâche le trapèze supérieur et je travaille en fonction d'enlever les tensions. N'oubliez pas, hein, un muscle tendu est un muscle qui travaille moins bien, qui est moins puissant. Si je relâche la musculature dans ces muscles-là, je vais donc améliorer la qualité de leur travail, donc l'exécution de leur action, et qui va aider à venir donc stabiliser la clavicule plus près de l'acromion, enlever le stress sur le système ligamentaire et capsulaire parce que l'articulation acromio-claviculaire est vraiment une articulation, c'est-à-dire il y a une capsule, il y a un liquide synovial à l'intérieur et il y a des ligaments qui renforcent ça. Et de plus en plus, on constate qu'il y a de l'arthrose dans cette articulation-là et voire même si j'ai de l'arthrose, donc j'ai un petit peu moins de mobilité. Et vous allez voir tantôt quand je vais décortiquer la fin des mouvements, comment est-ce qu'il est peut-être important de s'assurer qu'il y ait une belle mobilité pour que les muscles fassent vraiment bien leur action. Donc, grosso modo, pour la luxation acromio-claviculaire, c'est ce que vous pouvez avoir. Vous avez aussi, à la suite de ça, des luxations à l'épaule. Il y a la majorité des luxations, parce qu'il y a 3 positions en antérieur à laquelle la tête humérale peut sortir. C'est ce qui fait qu'à la suite de ça, il y aura donc un étirement de la partie antérieure de la clavicule, un étirement des ligaments. Et les gens auront été, écoutez, à la suite d'une luxation de l'épaule, il y a toujours un protocole qui est fait, les gens sont référés en physiothérapie et il y a une rééducation spécifique pour chaque semaine. Nous, musculairement, on peut donc dégager toute la tension musculaire qui va donc permettre de libérer le stress sur les articulations. De toute façon, toute atteinte à l'épaule, les gens auront tendance à avoir une attitude pour s'hyper-protéger, donc beaucoup de tension dans ces structures-là. C'est là qu'on va arriver avec les douleurs référées. Vous savez, il y a 20 muscles qui font des douleurs référées à l'épaule. Donc, je vais en parler tantôt. Donc, juste pour vous dire, pour ces personnes-là, les gens qui ont une luxation antérieure, les luxations antérieures, c'est généralement dans un traumatisme. Le mouvement qui est provoqué, c'est lorsque je fais un mouvement de... Je vais juste descendre ça un petit peu. Quand je fais un mouvement de rotation latérale de l'humérus, la tête humérale pousse en avant. OK? Pousse en avant de la capsule et c'est souvent un mouvement de rotation latérale, soit rapide ou forcé par un traumatisme qui va tendance à faire sortir la tête humérale en antérieur ou par des pathologies que vos clients peuvent avoir, comme de l'hyperlaxité ligamentaire, bien, ces gens-là seront sujets à avoir une possibilité de luxation antérieure de l'épaule. Alors, moi, je vous parle de la luxation antérieure de l'épaule parce que, encore là, dans mon questionnaire santé, si, après avoir fait ça semble pas bien via Facebook en direct? OK. Donc, si ça fonctionne, le client il est comme craintif, il reste avec ce qu'on appelle des signes d'appréhension. Il a peur, à nouveau, que sa tête humérale sort en antérieur. Alors, je peux juste vous dire ça. Pourquoi? Parce que si vous, dans votre approche
parce qu'il y a différentes approches en massothérapie, vous faites beaucoup de mobilisation et de grande ampleur. Alors, vous devez vraiment faire attention à tout ce qui est mouvement de rotation. Une rotation latérale, c'est ça. Ça ici, c'est une rotation latérale. Ça ici, c'est une rotation latérale. Donc, si je vais vous dire, il se peut que vous voulez mobiliser, donc dans des lemniscates, dans des circumductions globales, bien, dites-vous une chose, une personne qui aura eu comme antécédent une luxation antérieure de son épaule, il peut à ce moment-là avoir des craintes. Fait que ça se peut très bien qu'il ne se laisse pas aller le bras. Fait que ça soit normal si jamais, à l'origine, vous aviez pris connaissance que cette personne-là a eu une luxation antérieure. Ça va pour ça? Bien sûr, tantôt j'ai parlé de l'arthrose acromioclaviculaire. Il y a aussi de l'arthrose au niveau de l'articulation gléno-humérale. Les gens qui font des entorses ou des luxations importantes ou récidivantes auront tendance à peut-être développer un petit peu plus d'arthrose parce qu'il reste une instabilité dans leur articulation. Alors, je veux juste vous rappeler que dans les signes d'arthrose, ce sont vraiment de l'ankylose, une raideur que l'articulation va avoir, particulièrement au lever le matin parce que l'articulation n'est pas réchauffée, ou à la suite de positions prolongées. Bien sûr, l'arthrose, la caractéristique de l'arthrose, c'est vraiment ça, raideur ou ankylose. On dit que l'arthrose n'est pas habituellement douloureuse, ne pas oublier ça. Mais il se peut que dans l'arthrose, il y a une phase inflammatoire qui s'ajoute au phénomène d'arthrose et qui, à ce moment-là, l'articulation pourra être douloureuse. Alors, dans les arthrosés, bien sûr, vous dégagez toute la musculature qui vient faire le pourtour de l'épaule et vous travaillez avec des tractions, ceux qui ont appelé, des mobilisations en circonduction, des lemniscates pour donner de la mobilité et lubrifier l'articulation pour la personne et c'est vraiment aidant. Ça va pour ça. Je fais un rappel, ce qu'on appelle le défilé, le syndrome ou le défilé thoraco-brachial que j'ai parlé à la région cervicale. Alors, c'est une compression au niveau du paquet, excusez-moi, mais c'est vrai, c'est que dans le temps, ça s'appelait un paquet vasculo-nerveux. Et je m'excuse de l'expression, qu'on appelle maintenant le plexus brachial. Et le plexus brachial est donc constitué de nerfs, artères et veines. Il y a 4 possibilités d'atteinte au niveau d'un syndrome de défilé thoraco-brachial et laquelle nous, on peut donc agir. La tension des scalènes parce que le nerf passe entre scalène antérieure, scalène moyen. Alors, je peux travailler à relâcher le scalène, les scalènes. Ça descend, ça passe en dessous de la clavicule. Ça passe donc en dessous de la clavicule, entre la clavicule et la première côte. Donc, je peux avoir les scalènes qui s'attachent sur la côte en partie supérieure, peut tractionner ma côte vers le haut, ou j'ai les muscles vers le bas qui peuvent être trop tendus et amener une compression de la clavicule sur la côte, à l'inverse de tantôt. Donc, je vais travailler à relâcher le subclavier, le chef claviculaire au niveau du grand pec, le chef antérieur ou claviculaire du deltoïde et je n'oublierai pas non plus le subclavier qui est encore là extrêmement important. À la suite de ça, quand je continue le passage, j'ai donc le passage en dessous du petit pec, ici, passe aussi le paquet vasculo-nerveux, excusez-moi, pour sortir dans le creux de l'aisselle et s'en venir dans le bras. Alors moi, je peux agir sur scalène, antérieur moyen, pec claviculaire, deltoïde claviculaire, subclavier et petit pectoral, qui sont les muscles qui sont sujets à amener une compression sur le paquet vasculo-nerveux. Et l'autre possibilité est donc une malformation du processus transverse de la 7e vertèbre cervicale. Il y a comme une excroissance osseuse
Et cette excroissance-là arrive comme vers l'arrière, un petit peu du plexus, et peut faire ces compressions-là. Moi, je suis limitée à ce moment-là. Donc, moi, je vais travailler à venir vraiment dégager ça. Et si vous avez quelqu'un qui présente un défilé thoraco-brachial, la musculature, donc vous allez sûrement avoir ce qu'on appelle des attitudes où est-ce que le corps se projette vers l'avant, ceci, ou des attitudes avec des épaules enroulées ou basculées. Alors, je vais devoir allonger et ouvrir. Et les symptômes seront des fourmillements quand c'est plutôt le système nerveux qui sera comprimé dans un bras global. Et un symptôme vasculaire, où est-ce que je peux avoir froideur, lourdeur, et peut-être même un changement de coloration, parce que c'est une question que j'ai eue, dans le membre supérieur. Lorsque vous allez enseigner un exercice d'étirement du petit pec, OK? Alors, vous allez suggérer, si le client veut participer avec vous pour aider à déprogrammer cette tension-là, chaleur, automassage et un étirement au niveau du petit pec, il faut vraiment faire attention si au moment de l'étirement, habituellement, l'étirement se fait sur un 30 secondes pour qu'il soit bénéfique. Si j'ai un engourdissement au niveau de la main, je ne veux donc pas faire de stress sur le système nerveux. Je ne ferai pas 30 secondes. Je vais faire plutôt 3 fois 10 secondes qui va me permettre d'étirer le petit pec, OK? Et de ne pas agresser le système nerveux. Fait que je vais faire 3 fois 10 secondes pour mon total de 30 secondes. Alors ça, c'est pour le défilé thoraco-brachial. En passant, je fais juste vous dire que j'ai mon assistante qui est avec moi. Je vais donc défiler mes pathologies. Et à la fin, s'il y a des questions à laquelle je n'ai pas répondu, Manon va m'en faire mention. Je vais prendre le temps d'y répondre. Sinon, vous pourrez très bien les écrire à la suite du Facebook. Et moi, dans les prochains jours, je vais aller continuer de répondre à vos questions. Alors, je continue. Alors là, je vais faire des pathologies, je pense que vous avez tendance à rencontrer beaucoup plus fréquemment dans votre profession, que vous soyez masso-kiné ou orthothérapeute. Plusieurs clients viennent vous voir avec un diagnostic établi d'un médecin, d'un physio, d'un chiro. Et ce qu'on appelle la tendinite de la coiffe, souvent à l'épaule, si on parle de la tendinite de la coiffe des rotateurs. Et la coiffe des rotateurs inclut donc 4 muscles. On a sur le dessus supraépineux, donc supraépineux pour anciennement sus-épineux, sous-épineux pour maintenant infraépineux, petit muscle ici pour petit rond, et à la région antérieure de la fosse scapulaire, comme ceci, vous avez donc le subscapulaire. Vous avez donc 4 muscles, et ce qui est intéressant de noter, et si vous voulez vous aider sur les attaches, au niveau de la tête humérale, si je vous présente la tête humérale comme ça, c'est donc une tête humérale droite. J'ai donc le tubercule majeur, le sillon intertuberculaire et le tubercule mineur. Et les attaches iraient comme ça. J'ai mon pouce qui va sur le tubercule mineur pour l'attache du subscapulaire. J'ai l'index qui va à la partie supérieure de la facette du tubercule majeur pour le supraépineux. J'ai l'attache de l'infraépineux qui est à la facette moyenne et à la facette inférieure. Donc, la position de mes 4 doigts sur l'épaule, là, je ne peux pas y aller à moi-même, mais si vous pouvez le mettre comme ça, vous donne vos attaches. Donc, subscapulaire, supra, infra et petit rond. Ils sont donc des muscles, comme je dis souvent, des muscles dans le sens transversal. C'est donc des muscles qui sont couchés à l'horizontale. Leur action, bon, bien sûr, supraépineux fait une abduction, l'infraépineux fait une rotation latérale pure, le petit rond fait une rotation latérale, une adduction, et le subscapulaire fait une rotation médiale. Alors, pourquoi on les appelle la coiffe des rotateurs? Mais leur principale tâche, c'est de ce qu'on appelle la coaptation ou la stabilisation de l'épaule, de par leur orientation. Lorsque la coiffe travaille bien, permet l'exécution des mouvements, particulièrement en flexion et en abduction, où est-ce que la tête roule dans la cavité glénoïde et reste centrée. La problématique,
c'est que souvent, quand la musculature n'est pas assez forte, elle va amener une ascension vers le haut, donc en dessous de l'acromion, et amener une compression des structures qui sont donc entre l'acromion et la tête humérale. Alors, on a bien sûr tout de suite en dessous de l'acromion, j'ai la bourse sous-acromiale qui vient me protéger. J'ai le supraépineux qui arrive, qui s'attache sur le dessus. Et en bas, ici, va arriver la longue portion du biceps. Donc, la tendinite, il y a plusieurs causes qui peuvent amener une tendinite. Donc, c'est une inflammation au niveau d'un tendon et généralement une inflammation précise sur, mettons, un tendon. Comment est-ce que je peux voir quel muscle aurait été irrité, bien, quel tendon aurait été inflammé ou irrité? Bien, généralement, lorsque je fais faire la contraction de ce muscle-là, j'ai une douleur qui est perçue. Si je fais une contraction en ajoutant une résistance, donc un poids, le client aura encore beaucoup plus de difficultés. Si vous étirez le muscle, si vous l'allongez, il y a une possibilité que le client puisse aussi percevoir un inconfort. Et bien sûr, lorsque vous touchez à ce tendon-là, cette zone-là sera donc douloureuse. Donc, le muscle, souvent, qu'on a vraiment pensé la majorité du temps qui est atteint, c'est vraiment le supraépineux, parce qu'il est vraiment en dessous, entre la tête humérale et l'acromion, qui a tendance à se faire pincer facilement, donc comprimer. Donc, à ce moment-là, une irritation. Et le mouvement d'abduction. Alors, les gens qui travaillent avec les épaules en élévation, à répétition, avec un manque de stabilité, peut amener cette compression-là. C'est ce qui fait que le supraépineux peut donc être irrité. Et il y a aussi le subscapulaire qu'on a tendance un petit peu à négliger. Donc, le subscapulaire fait une rotation médiale pure. Donc, le supraépineux vous donnera souvent une douleur dans sa référence. Le supraépineux fait souvent une douleur référée dans la zone de la tuberosité deltoïdienne. Et c'est douloureux dans ce mouvement-là. Et les gens vont avoir de la difficulté, souvent, vous savez, le mouvement d'enlever un chandail avec les bras croisés vers l'avant, ça amène beaucoup de compression. Fait que les gens souvent ne sont pas capables de faire ce mouvement-là. Tandis que le subscapulaire, les gens vont avoir une douleur plus dans un mouvement d'abduction parce qu'il arrive juste à l'arrière du processus coracoïde et il se fait squeezer par le processus coracoïde. Donc, et c'est des gens qui auront travaillé beaucoup plus donc, en rotation médiale. Ça, c'est ce que vous pouvez rencontrer comme diagnostic de tendinite au niveau de la coiffe des rotateurs. Bien sûr, il y a l'infraépineux, puis le petit rond peut être atteint, mais le prorata est beaucoup moins élevé que le supra et le subscapulaire. Après ça, il y a la longue portion du biceps aussi qui est en dessous, qui arrive juste en dessous de l'attache du supraépineux qui peut aussi se faire irriter. Et lui, ben, il fait une flexion de l'épaule et une flexion du coude. Alors, si la personne a plus de douleur sur la flexion, mouvement de flexion du coude et flexion de l'épaule, ça peut vous amener à suspecter qu'il y a une irritation là. Alors, moi, quand je vois un client qui m'arrive avec un diagnostic de ces ordres-là, habituellement, cette irritation, cette inflammation-là, je me dis que c'est souvent parce que ça coupe tout le temps. C'est dommage. Qu'est-ce que ça fait? C'est que cette irritation-là peut être causée par un muscle qui est raccourci. Donc, un muscle qui est tendu va raccourcir sa fibre. Si je raccourcis ma fibre, j'augmente la traction qui sont dans mes deux attaches, origine-insertion, et qui n'aident pas à faire un stress sur cette attache-là et pouvoir amener une irritation. Alors moi, je ne masserai pas direct sur le tendon, mais je vais bien vouloir m'adresser à la musculature
pour le corps musculaire, pour le faire relâcher, pour faire un gain de sa flexibilité musculaire. Donc, moi, dans ma tête, je me dis, si je relâche la flexibilité du muscle, ben, par le fait même, je relâche le stress qui est fait sur mes extrémités et qui permet de donner un repos sur ces attaches-là. Ça va? Donc, il ne faut pas oublier que la tendinite, vos clients vont percevoir un mouvement à l'action parce que le tendon ou le muscle est donc une structure qui est contractile. Je pense à l'inverse de ça et je m'en vais dans une bursite. Alors, tout ce qui finit en « it », on parle du phénomène, merci Wendy, du phénomène de HIT. HIT veut dire catégorisé dans la médecine médicale comme inflammation et algie comme douleur. Donc, une bursite qui est une structure fine, remplie de liquide synovial et qui a comme objectif de protéger des structures. Alors, ils sont placés stratégiquement dans des articulations, à des endroits, diminuer des phénomènes soit de compression, comme la bourse sous-acromiale, pour adoucir les impacts entre l'os acromion et les attaches du supraépineux, ou entre d'autres structures qui peuvent avoir entre deux structures musculaires pour diminuer les phénomènes de friction. Alors, la bursite, elle, est généralement ou souvent accompagnée d'un traumatisme, d'une chute sur l'épaule, vous avez été dans l'armoire, vous avez manqué la boîte elle vous tombe sur l'épaule, vous jouez au hockey, vous êtes rentré dans le bande. En tout cas, souvent des traumatismes peuvent amener des compressions au niveau de la bourse et faire qu'elle va s'irriter. À ce moment-là, le symptôme que votre client peut présenter, c'est beaucoup plus une douleur au repos. Ça va parce que ce n'est pas une structure qui est contractile. Ou si c'est perçu au mouvement, c'est généralement perçu à la fin d'un mouvement où est-ce qu'elle va se faire comprimer. Ça marche? Alors, la bursite, les gens vont avoir plus une douleur au repos ou lorsque la bourse peut se faire comprimer à la fin d'un mouvement ou dans une position qui comprime la bourse ou un muscle complètement étiré qui pourrait comprimer la bourse. Tandis que le tendon, ça va être à l'action. Alors, vous pouvez avoir votre client qui vous arrive avec un simple diagnostic de tendinite, un simple diagnostic de bursite, mais vous pourriez aussi avoir un client qui va arriver avec un diagnostic qu'on appelle une ténobursite. Ça veut donc dire que mes deux structures sont atteintes en même temps, mais une a commencé avant l'autre. Souvent, votre client va vous dire, écoute, avant j'avais mal juste quand je bougeais, puis maintenant j'ai même aussi mal au repos. Ou ça va être l'inverse, j'avais mal juste au repos, puis maintenant, à chaque fois que je bouge, ça me fait plus mal. Alors là, vous pouvez penser à ce moment-là que la bourse et le tendon, parce qu'ils sont très proches, donc l'inflammation a réussi à communiquer ensemble entre les deux. Quel sera mon objectif à ce moment-là? Ça va être d'enlever de la compression entre ma tête humérale et ma cavité, pas ma cavité, mais mon acromion. Bougez pas. Donc, si j'ai l'acromion et ma tête humérale, je veux donc aider à ce que c'est qu'il y ait plus d'espace. Alors, je vais faire quoi? Moi, dans ma tête, toute la musculature qui est donc longitudinale, donc de haut en bas, et qui aura tendance à être trop tendue, aura la possibilité de tirer mon épaule, mon humérus, vers le haut et garder les structures entre la tête humérale et mon acromion comprimées. Alors, je fais quoi? Je relâche particulièrement le gros muscle deltoïde, le biceps
brachial, chef long, chef court. Je relâche mon coraco-brachial, OK, processus coracoïde jusqu'à la mi-hauteur médiale de l'humérus. Et en postérieur, je vais devoir m'adresser ce qu'on appelle au triceps, mais particulièrement le chef long qui croise l'articulation. Alors, ces muscles-là sont importants quand vous portez des sacs. Si vous avez des gens qui voyagent à pied, et que c'est leur choix, c'est leur moyen de transport, et qui portent de lourdes charges, particulièrement le coraco-brachial et le long chef du triceps, eux, leur travail, c'est de stabiliser la tête humérale dans sa position pour pas que le poids lourd fasse descendre ma tête humérale. Alors, il se peut que ces muscles-là soient extrêmement tendus et le coraco-brachial et le triceps fait partie des 20 muscles qui donnent une douleur référée à l'épaule. Et ma constatation dans la clinique, c'est qu'on a tendance à venir voir surtout la musculature superficielle et on oublie les muscles profonds. Et je vous assure que le coraco-brachial, donc il faut vraiment rentrer, il est juste après le chef court, juste en dessous, il va rentrer pour aller s'attacher sur le processus coracoïde. Vous devrez faire attention parce que votre plexus brachial passe là. Donc, il se peut que quand vous allez trouver la corde, et c'est vraiment une corde, donc vous n'avez pas le choix de le masser dans le sens longitudinal. Et s'il est trop tendu, alors vous raccourcissez. Plus vous allez ouvrir le bras, plus vous allez le mettre en tension. Je vous suggère de rapprocher et de l'appuyer et de le masser en position raccourcie parce que c'est vraiment, il est quand même assez douloureux. Donc, de vous positionner avec les pouces en fonction d'être bien stabilisé et d'avoir le muscle entre vos deux mains et de le masser dans le sens longitudinal pour pouvoir le relâcher et vous allez le masser tout le long de son muscle. Et après ça, vous pouvez le prendre et comprimer un petit peu le trigger point qui s'est donc plus stimulé. Et compression et j'allonge la fibre, je relâche, je ramène pour aider à déprogrammer ce trigger point-là. Alors, dans ces compressions-là de bourse sous-acromiale, de tendinite chronique, du supraépineux, de longue portion du biceps, n'oubliez pas que les muscles longitudinaux ont donc la possibilité, bien sûr avec le deltoïde, de garder ce phénomène d'impact de compression-là. Ça va pour ça. Alors, on a parlé des tendinites, donc de la coiffe des rotateurs. On a parlé de la tendinite de la longue portion du biceps. Puis les tendinites vont donc avoir des symptômes beaucoup plus lors d'action du muscle. Et au repos, si la douleur est plutôt présente, on va penser à plutôt une inflammation au niveau de la bourse. On voudrait donc la décomprimer. À la suite de ça, je vous fais aussi mention, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'une tendinite calcifiée, une tendinite avec la présence d'un dépôt calcaire. Alors, les gens qui vont vous arriver avec un diagnostic de tendinite calcifiée auront consulté un médecin et la radiographie confirme la présence d'un dépôt calcaire et le dépôt calcaire va être d'ordre de grosseur différente, tout dépendant le client. Alors moi, je vais vous parler de mon histoire de cas personnel. À l'automne 2015, j'ai eu une douleur fulgurante à l'épaule. Je me suis dit, mon Dieu, il me semble que j'ai pas eu de chute, j'ai pas eu de mouvement, d'étirement brusque. J'ai pas vraiment rien eu. Mais là, j'avais vraiment une douleur à l'épaule qui m'invalidait considérablement. Alors, j'ai consulté mon physio, je vais voir mon physio et avec lui, on se rencontre. On passe une radiographie et on me confirme à ce moment-là. Donc, j'ai la présence d'un dépôt calcaire installé, survenu, oui, installé dans le tendon de mon supraépineux et mon dépôt calcaire a 8 mm. Alors, tout dépendant du personnel médical qui sera alentour de vous, vous pouvez avoir des suggestions totalement différentes. Alors, moi, mon physio
mon médecin qui était à ce moment-là un médecin de médecine sportive, et j'ai un ami qui est un éminent orthopédiste ici à Québec. Et les trois m'ont déconseillé d'avoir ce qu'on appelle une dissolution de mon dépôt calcaire, tout simplement. Et pourquoi? Parce que la présence du dépôt calcaire se ferait lors d'une crise inflammatoire aiguë. On ne connaît pas encore tout à fait la cause de l'installation du dépôt calcaire, mais qu'est-ce qui en sort, c'est le combat de l'articulation contre l'installation d'une phase inflammatoire aiguë. Alors, c'est pourquoi il y a une douleur extrêmement forte de votre client avec une incapacité à bouger l'épaule. Et peu importe qu'est-ce que les gens vont faire pour pouvoir s'aider de la chaleur, de la glace, peu importe, il n'y a comme pas grand-chose qui va aider, ce qui nous amène à consulter un médecin. Et là, la radiographie confirme la présence du dépôt calcaire. Alors, comme je vous ai dit, moi, j'ai été voir mon physio et on a fait quoi? On a rééduqué mon patron de mouvement à l'épaule qui ne se faisait pas adéquatement. Et bien sûr, mon physio me dit, écoute, Nat, tu travailles en massothérapie, tu as sûrement quelqu'un qui va travailler ton système musculaire mieux que moi. Alors, à ce moment-là, j'avais demandé à mon associé, Alexandra Labbé, de venir et on a relâché toute la musculature qui pouvait donc empêcher le bon fonctionnement de mon épaule, qui amenait une compression, qui sollicitait plus de pincement dans mon articulation. Et à la suite de ça, j'ai sorti de la phase inflammatoire et j'ai toujours la présence de mon dépôt calcaire qui est là, mais qui me nuit absolument pas. Alors, il faut penser que le corps est extrêmement bien fait. On est fait au millimètre près et l'espace qui est calculé entre la tête humérale et l'acromion avec la bourse, l'attache du supra, la longue portion du bicep et bien sûr le ligament acromio-coracoïdien qui est là. Ils ont déjà la présence. Alors, si j'ajoute la présence d'un dépôt calcaire, je diminue encore plus possible. Et on appelle à ce moment-là, les gens vont rencontrer une difficulté dans les mouvements d'élévation, soit en flexion ou en abduction. Vous savez, il y a ce qu'on appelle un passage d'abutement qui est un peu critique à l'épaule, qui est entre le 60 degrés et le 120 degrés. Et la caractéristique, on sent comme que ça accroche. Fait qu'on fait comme, on twist un peu l'épaule, qui aide comme à faire passer un peu le dépôt calcaire, puis après ça, le mouvement va s'exécuter. Et comme c'est la présence mettons qu'on dit un corps étranger dans l'articulation, ce mouvement-là, avec cette perturbation de mouvement-là, sera autant en actif qu'en passif. Puis en passif, si vous arrivez pour bouger, votre client va dire « Ah, t'as peu, ça m'accroche. » Puis là, vous devez comme faire un petit peu attention dans votre mouvement si vous mobilisez. Puis il va dire « Ah, OK, c'est correct, ça va bien. » Donc, c'est l'apparition de dépôts calcaires à l'épaule sera à la suite d'une douleur fulgurante à l'épaule, généralement la nuit, pas de position, ainsi de suite, qui va amener les gens à consulter, passer une radiographie, faire la confirmation, bien sûr, de la présence du dépôt calcaire. C'est automatique, ils sont envoyés en physiothérapie pour avoir un suivi, une rééducation. Par contre, moi, je vous dis qu'en massothérapie, on accompagne très bien le travail de ces gens-là, parce que moi, je relâche le système musculaire et j'enlève le stress sur l'articulation, et ce qui facilite le travail des autres intervenants. Alors ça, c'est pour la tendinite calcifiée. Et la présence de dépôt calcaire va être vue à l'endroit soit dans la capsule, soit au niveau du tendon, comme moi, est au niveau du supraépineux, mais ça peut être à l'infra ou au petit. Mais généralement, c'est beaucoup plus au supraépineux. Good. On a aussi les déchirures musculaires. Alors, les déchirures musculaires, voire même rupture à la coiffe des rotateurs est vraiment fréquent. Je vous dirais généralement, encore là, c'est les mêmes qu'en tendinite. Le supraépineux et le subscapulaire ont tendance à être plus, avoir des fibres qui ont été donc déchirées. Généralement, les symptômes dans les déchirures musculaires, c'est des douleurs vraiment
très forte la nuit. Difficulté à dormir, les douleurs sont beaucoup plus importantes la nuit. Et bien sûr, du muscle qui aura la déchirure, ben, le fonctionnement de ce muscle-là est vraiment inadéquat. Souvent, les clients auront consulté soit en physio ou le médecin, et le médecin aura fait passer un IRM, donc une résonance magnétique, et la confirmation, donc le diagnostic aura été fait par la confirmation de la résonance magnétique. Donc, on peut avoir des déchirures partielles ou complètes, et les muscles les plus atteints sont supraépineux, subscapulaire et longue portion du biceps. Le prorata de la longue portion du biceps est beaucoup plus élevé que la courte portion, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas impossible. Qu'est-ce que vous allez voir dans les déchirures de la longue portion du biceps? J'appelle ça un biceps Popeye. Vous savez, donc le muscle qui a été déchiré à son attache va descendre, rejoindre le corps du muscle et fera donc un gonflement. Vous allez voir comme un affaissement de cette zone-là. Généralement, les gens vont être opérés. Et il y en a qui sont opérés, il y en a même qui ne sont pas opérés. Les gens qui sont opérés, on rattache rarement d'emblée l'attache de la longue portion du biceps qui est à l'intérieur de la capsule sur la tubérosité supraglénoïdienne. On la rattache tout simplement en bas et on va faire pour faire une meilleure traction. Mon ami orthopédiste me disait que le biceps brachial, agissant que à 20% des mouvements de l'épaule, étant beaucoup plus actif pour le coude, fait qu'on va le rattacher plus bas pour garder la puissance de contraction au niveau du coude pour sa flexion, sa supination. Donc, ce sont tous des déchirures musculaires qui sont possibles. Je vous le dis, les gens à déchirure, voire rupture musculaire sont suivis en physiothérapie. Il y en a qui vont se faire reconstituer la coiffe des rotateurs. Donc, il y a un protocole qui doit être respecté et suivi de semaine en semaine. Par contre, moi, j'ai accompagné encore là plusieurs personnes qui vont venir me voir. Pourquoi? Parce que, outre ces muscles-là qui auront été atteints, toute la musculature au pourtour qui vont compenser pour se protéger, ainsi de suite, tels les scalènes, le trapèze moyen, et c'est des muscles qui font des douleurs référées à l'épaule. Alors moi, en relâchant les tensions, souvent j'aide à déprogrammer l'activation du trigger point et qui donne un break à l'inconfort, aux symptômes du client qui avec ses douleurs extrêmement fortes et qui l'accompagne avec des meilleurs résultats en physiothérapie. Tout simplement, c'est vraiment génial. Je veux juste que là, à date, là, je vous ai parlé dépôt calcaire et déchirures musculaires. Je vous le dis, là, ces symptômes-là sont des douleurs importantes vraiment la nuit, tellement qu'il y a des clients qui sont obligés d'avoir un accompagnement avec la médication pour les aider à dormir parce que ça vient comme insupportable puis ils sont plus fonctionnels durant le jour. Ça marche? Ça va pour mes déchirures. Donc, déchirure bursite. Bon, j'arrive maintenant avec ce qu'on appelle la capsulite de l'épaule. Merci. La capsulite de l'épaule, bien sûr, si je prends le hip, on parle donc d'une inflammation de la capsule de l'épaule. Par contre, ce qui est dommageable dans la capsulite, c'est qu'il y a une rétraction, un raccourcissement des fibres capsulaires qui amène donc la tête humérale et la cavité glénoïde à être plus en compression. Donc, je n'ai pas mon système habituellement, donc je compare toujours la capsule articulaire à un manchon fibreux. Donc, c'est un manchon, puis je me dis tout le temps, tu sais, souvent l'hiver, on porte, au lieu de porter des gants, on a comme des manchons qu'on met nos deux mains à l'intérieur. Donc, j'ai la cavité glénoïde et j'ai la tête humérale. La capsule entoure la tête humérale et entoure
la cavité glénoïde et qui va faire que l'articulation va être maintenue là. Bien sûr, le système ligamentaire vient renforcer la capsule articulaire. Donc, la capsule, elle, a ce qu'on appelle sa souplesse naturelle normale. Malheureusement, lorsqu'on a une atteinte à l'épaule, c'est-à-dire une douleur importante, ben, le corps, il n'est pas fou. Il ne fait pas, ben ouais, bouge-moi ça comme si de rien n'était. Au contraire, les gens ont donc une attitude où est-ce qu'ils ont le bras collé comme ça. On appelle ça souvent des attitudes antalgiques, puis ils ne voudront pas décoller le bras parce que ça crée une douleur. Alors, il est sûr et certain que pendant ce temps-là, la capsule est donc restée fermée sur elle-même et elle n'a plus son expansion habituelle. Parce que le rôle de la capsule, c'est de délimiter la souplesse qu'une articulation peut avoir. Ça marche? Donc, si j'arrête de bouger, ma capsule reste prise, mais si mon épaule est naturelle, normale, je vais la bouger. C'est ce qui amène la flexibilité qui reste présente dans ma capsule. Malheureusement, le client ne se rend pas compte de son attitude de protection et à un moment donné, il va vouloir se servir de l'épaule et c'est pour ça que la capsulite, on l'appelle aussi l'épaule gelée. C'est que là, l'épaule est bloquée et le client n'est plus capable de bouger l'épaule sans que, tu sais, quand je parle de l'épaule, c'est ceci. Alors, qu'est-ce qu'on voit bouger? C'est toute la scapula qui va faire comme le mouvement. Et là, ça veut donc dire que c'est pris. Alors, bien sûr, à la suite de ça, les gens sont suivis en physiothérapie 2 fois, 3 fois par semaine pour venir travailler tout le système capsulaire. Par contre, je veux juste vous donner, quand les gens ont un diagnostic de capsulite, c'est parce qu'il y a la présence d'un schème capsulaire qui est présent à l'épaule. Un schème capsulaire, ça veut dire que c'est un ordre de mouvement qui sont limités en ordre d'importance et en ordre de grandeur. Alors, quand le client se présente chez vous avec un diagnostic de capsulite à l'épaule, c'est donc qu'il aura été évalué dans ses mouvements articulaires actifs et passifs et qu'il y a une perturbation dans les 2 mouvements. Ça veut donc dire que le premier mouvement qui est le plus limité, c'est le mouvement de rotation latérale. La rotation latérale, c'est aussi simple que manger, déplacer les lunettes, s'attacher une chaîne, se peigner les cheveux, se brosser les dents. Alors, les gens, ça va faire ça, puis ils vont se pencher la tête pour faire l'exécution du mouvement. Le deuxième mouvement, c'est le mouvement de abduction. Le mouvement d'abduction dans le plan scapulaire. La personne va avoir de la difficulté à faire un mouvement vers le haut et vous allez voir quoi comme mouvement? Vous allez voir ceci. C'est-à-dire que le mouvement va être stimulé par l'élévation de la scapula, puis après un petit peu de mouvement au niveau de l'humérus. Et le troisième mouvement, dans la nomenclature qui est limitée, c'est le mouvement de rotation médiale. Alors pour la femme, c'est quoi? C'est souvent le mouvement du soutien-gorge. Et comme la femme elle a de la difficulté à aller attacher son soutien-gorge, elle fait quoi? Elle l'attache par en avant, elle tourne, puis elle passe ses bretelles, puis elle le met. Elle ne se rend pas compte là, qu'elle est en train de s'ankyloser. Alors, à un moment donné, la personne va vouloir faire un retour à son mouvement normal. Ils ne sont vraiment pas capables. Et aussi, la phase d'installation de la capsule, quand elle est au début et qu'elle s'installe, c'est vraiment de grandes douleurs la nuit. Donc, vous êtes rendu avec 3 pathologies, là. Les dépôts calcaires, les déchirures musculaires et la capsulite dans sa phase d'installation. Il y a de grandes douleurs qui sont faites la nuit et bien sûr accompagnées au mouvement. Donc, je vous ai dit que les mouvements limités sont rotation latérale, abduction, rotation médiale, puis en dernier, c'est la flexion. Alors, je vais vous nommer des muscles qui sont souvent extrêmement tendus. Alors, le subscapulaire
parce qu'on travaille généralement vers l'avant et de plus en plus, on est sollicité à être vers l'avant. Le subscapulaire est un rotateur médial pur de l'épaule. Alors, si je veux faire un mouvement en rotation latérale, ça se peut qu'il m'empêche de faire un bon mouvement. Ça marche? De ma rotation médiale, qui stimule la rotation médiale, j'ai aussi, qui arrive d'en arrière, grand rond et grand dorsal, qui sont aussi des rotateurs médiaux, qui s'attachent ici et qui peuvent m'empêcher de faire une rotation latérale. Et le grand dorsal et le grand rond sont aussi des adducteurs. Et je vous ai dit que le mouvement limité est abduction. Alors, il n'est pas rare que ces deux muscles-là soient aussi tendus. Alors, moi, je vais vraiment, oh, bien sûr, je suis en train d'oublier, excusez-moi, grand pectoral en avant qui garde aussi la tête humérale en rotation médiale et qui veut faire une abduction qui est un adducteur. Alors, les principaux muscles qui sont hyper tendus à l'épaule vous amènent quoi? Une restriction de mouvement par la tension qu'elle existe en diminuant la flexibilité de ces muscles-là. Alors moi, je vais faire un travail de relâchement musculaire. Je vais stimuler à relâcher mes trigger points, à gagner de la flexibilité musculaire. Et bien sûr, la différence pour vous permettre de voir si le muscle a une grande contrainte, c'est quand vous demandez au client de faire ces mouvements qui sont limités et qu'à la fin du massage, vous lui redemandez. Et c'est quand même impressionnant de voir les gains de souplesse qu'il a pu faire juste en relâchant votre système musculaire. Et si vous faites des mobilisations articulaires dans les approches que vous avez apprises, bien, lorsque j'ai une limitation en actif et une certaine limitation en passif, mais qu'après avoir fait un massage super intéressant sur mes muscles qui sont donc les plus tendus, qui peuvent limiter ce mouvement-là, et que je fais un grand gain dans la souplesse du mouvement, je peux donc me dire que j'ai beaucoup de contraintes sur le fait que ma tension musculaire limite ce mouvement-là. Et si à la suite de votre excellent travail musculaire qui aurait été fait pour relâcher votre fibre et que vous mobilisez, mais que le changement n'est pas si important que ça, vous pourrez penser que l'atteinte est beaucoup plus articulaire, voire capsulaire à ce moment-là. Ça marche? Donc, les capsulites s'installent avec un certain temps. Ça prend un certain temps d'installer la phase capsulaire dans l'articulation. Alors, moi, j'aime bien demander à mes clients, lorsqu'ils me disent qu'ils ont eu une capsulite, s'ils ont eu un diagnostic. Et souvent, ils ont eu un diagnostic quand ils ont consulté à l'urgence et que le bras ne bougeait plus du tout. Mais à ce moment-là, c'est qu'ils sont couchés la veille, puis le bras bougeait super bien, puis le lendemain matin, ça ne bouge plus. La capsulite ne s'installe généralement pas en si peu de temps que ça. Et vous pouvez vous dire qu'à l'arrière de la capsulite, étant donné qu'elle s'installe avec le temps, il y a probablement une connotation d'une tendinite ou d'une bursite accompagnée à ça, ou d'une luxation, ou d'une opération, c'est une conséquence d'opération, ou plusieurs femmes ayant fait un cancer du sein, qui auront eu soit juste une biopsie, soit une chirurgie, mais généralement, les femmes atteintes de cancer du sein ont quand même de la radiothérapie faite dans ces zones-là. La radio vient vraiment scléroser les structures, faire une destruction de certains tissus vivants et perdre de la flexibilité et avoir des sensations que ça tire en Moses. Donc, ils ne voudront peut-être pas
oser faire le mouvement. Et on peut voir à la suite de ça chez les gens, avec les femmes atteintes de cancer, présenter une capsulite. Donc, généralement, la capsulite sera une conséquence d'une autre pathologie, à l'exception des gens qui font du diabète de type, particulièrement de type 2. Et quand les gens seront donc ce qu'on appelle avec une glycémie élevée, on se rend compte, les chercheurs se sont rendus compte que le sucre qui se fixe sur le collagène va donc avoir tendance à devenir plus collant et diminuer la flexibilité du collagène. Ça serait une des raisons pourquoi que les diabétiques ont tendance à faire des capsulites. Et il n'est pas rare, moi dans le temps, quand j'étais en physio, j'ai vu des clients qui sont diabétiques. Si on fait une capsulite à droite, ben, il n'est pas rare qu'en dedans de la 2e année, il y aura une capsulite qui peut se faire à l'épaule gauche. C'est pas impossible. Les gens le savent, ils ont été suivis en physio, ils ont eu le protocole de programme d'exercice, fait qu'ils font ça respectueusement. Puis vous travaillez à relâcher tout le système musculaire autour de ça qui va vraiment l'aider. Ça va être la capsulite. Et je veux juste terminer en vous disant, terminer pour les pathologies. Ça, c'est, écoutez, moi, je vous parle des pathologies que vous êtes susceptibles de rencontrer dans notre profession. Il peut en avoir plusieurs autres. Il y a les labromes, il y a vraiment plusieurs autres pathologies qui peuvent exister. N'oubliez pas qu'il y a des douleurs référées à l'épaule qui peuvent provenir de la région cervicale, particulièrement la région de C5 peut faire la douleur référée à l'épaule, et les viscères. Alors, dans les viscères, vous avez le poumon, les poumons, le cœur, le diaphragme et le foie qui peuvent faire des références au niveau de l'épaule. Alors, je suis juste en train de vous dire que si vous travaillez dans le respect de votre profession en agissant sur le système musculaire et que vous n'avez pas les connaissances sur les viscérales, bien, vous référez au thérapeute qui pourra. Ça, c'est aussi simple que vous faites votre intervention pour aider à relâcher la musculature au pourtour de l'épaule, mais vous constatez qu'après 2-3 séances, il n'y a vraiment pas de changement de la condition, vraiment, vraiment. Ayez le réflexe de porter le regard dans d'autres zones qui peuvent faire une douleur référée à l'épaule. Alors ça, c'est l'ensemble des pathologies qu'on a. Je vous parle, il y a 20 muscles qui font une douleur référée à l'épaule. Donc, je parle bien sûr des 3 scalènes, scalène antérieur, moyen, postérieur, trapèze, moyen. Alors ça, c'est toute région confondue, là, partie supérieure, antérieure, postérieure, latérale. Là. Les références se font dans le pourtour de la région de l'épaule. Moi, je travaille beaucoup avec mes schémas de trigger point et souvent, la personne va dire, écoute, moi, Nathalie, c'est dans cette zone-là que je sens que c'est inconfortable, je ne suis pas bien. Ça me donne tout de suite une idée du muscle à aller voir. OK? Donc, j'ai ça. Bien sûr, vous avez le deltoïde. Vous avez le supra, l'infra, le petit rond. Vous avez le petit, j'ai dit petit rond, grand dorsal, subscapulaire, grand pec, petit pec, subclavier, vraiment, vraiment, subclavier, peut même vous donner un peu des symptômes comme la cervico-brachialgie, il n'est vraiment pas à négliger. Il vous le dit, il est tout petit, là. Par minute que vous allez les adresser à ce muscle-là, votre client va grimacer, il va dire, Caroline, qu'est-ce que tu touches là? Là, je me regarde une petite gêne parce que je ne vous connais pas assez, mais j'ai une caractéristique, moi, pour ce muscle-là. Et le biceps brachial, par contre, on néglige. On a tendance à rester au muscle superficiel et on néglige 2 muscles. Tantôt, je vous ai parlé du coraco-brachial. Allez vraiment voir le coraco-brachial, mais ne pas négliger le brachial. Le brachial est en dessous du biceps brachial. Il y a aucune attache à l'épaule, donc on n'aura pas tendance à vouloir aller le voir. Mais si vous avez des clients qui travaillent vraiment avec les coudes fléchis et souvent, et que vous constatez que le coude il reste beaucoup plus fléchi que l'autre côté, allez voir le brachial qui fait vraiment une référence de douleur à l'épaule.
Puis, je termine, j'aime bien vous donner ça, c'est-à-dire des muscles ennemis à l'épaule. Et je vais vous expliquer pourquoi que j'ai des muscles ennemis à l'épaule, parce que je vais juste vous décortiquer le mouvement rapidement. Donc, quand vous faites une flexion, une abduction, les premiers 60 degrés s'exécutent dans l'articulation glénomérale. Donc, c'est toujours l'humérus part. Et après ça, vous allez sentir la scapula qui sort en ce qu'on appelle la rotation supérieure, parce qu'elle veut venir porter la cavité glénoïde vers le haut pour la dégager avec l'acromion. Ça marche? De ça, aux alentours, entre le 120 et 140 degrés, si vous mettez vos mains sur votre clavicule puis vous levez, à partir d'ici, là, je sens que ma clavicule commence à bouger et elle fait une rotation postérieure. Ça marche? Et là, rendu en haut, généralement, le mouvement arrêterait quasiment au 160, 170, mais si je le force, vous allez sentir qu'il y a comme une extension au niveau du tronc. Donc, ça me dit quoi? Ça me dit que si moi, j'accroche dans le mouvement et que je considère, comme ça, que ma scapula ne sortira pas bien vers le haut, je vais donc aller voir les muscles qui font, eux, la rotation inférieure de la scapula. Alors, je parle élévateurs rhomboïdes qui sont souvent extrêmement tendus et en avant, le petit pectoral qui est vraiment très tendu. Ce sont tous, ces trois muscles-là favorise une rotation inférieure. Alors, je vous dis que j'ai besoin d'un dégagement, j'ai besoin d'une rotation supérieure de ma scape pour libérer mon passage. Si je ne relâche pas ces muscles-là, il va être difficile de favoriser une rotation supérieure. Donc, les muscles que je vais dire ennemis à la scapula pour le mouvement de flexion ou abduction, élévateur rhomboïde, petit pec en avant. Et je vais vouloir que vous stimulez à l'inverse trapèze sup, qui favorise une rotation sup, trapèze inf, qui favorise une rotation sup, et en avant ici, de par ses attaches du bord médial en antérieur, le dentelé antérieur qui va favoriser aussi une rotation supérieure. Alors, eux doivent faire une bonne action, tandis que les trois premiers devront être relâchés. Alors là, si je suis... Alors, plusieurs personnes vont penser à voir que la coiffe des rotateurs sur une problématique de tendinite à l'épaule quand mon phénomène que ça abute, que ça comprime dans mon passage, peut tout simplement être fait par des tensions trop grandes de ces muscles-là qui empêchent le mouvement qui va sortir. Donc ça, et j'ajoute à l'épaule tous les rotateurs médiaux de l'épaule, donc principalement subscapulaire, grand pec, grand dorsal, grand rond, une attitude de rotation médiale, positionne le tubercule majeur trop en antérieur et l'amène à comprimer avec. Et quand j'ai donc un dégagement, c'est-à-dire, les gens vont vous dire qu'ils ont mal quand ils lèvent l'épaule comme ça. Vous allez lui demander, si vous levez l'épaule avec la main tournée vers le haut, ils vont dire, mon Dieu, ça me fait moins mal. Pourquoi? Parce qu'ils ont aidé à la position du tubercule majeur vers l'arrière et augmenter l'espace, donc faire moins de compression. Alors, je vais relâcher les rotateurs médiaux de l'humérus et bien sûr, je vais stimuler mes rotateurs latéraux pour qu'ils travaillent mieux et garder un bon équilibre. Et n'oubliez pas la stimulation de la coiffe des rotateurs qui va aider à positionner là. Et l'autre muscle qu'il faut vous relâcher par son action sur la clavicule, c'est le subclavier. Il est en dessous, fait que lui, il va empêcher la clavicule de monter parce qu'il l'abaisse et il a fait tourner en antérieur, puis j'ai besoin qu'elle tourne en postérieur. Alors, vous allez devoir... Alors, si mes mouvements sont plus difficiles aux alentours du 60 degrés et en bas, vous dégagez la musculature de l'épaule. Si c'est après le 60 degrés, aux alentours, allez voir la musculature de la scapula. Si quand vous arrivez, puis le client dit, moi, je suis inconfortable quand j'arrive ici, pensez que votre clavicule peut être pris. Alors, dégagez la musculature ou qui s'attache à la clavicule. Puis si quand il dit, mais
ben ça va bien, là, mais juste quand je suis rendue à la fin, c'est difficile. Ben, dégager les tensions musculaires dans la région thoracique haute, ajouter du C7, T1 jusqu'à du T4, T5. Et ça, vous allez être porté à faire ça sur des gens qui vont être comme ça. Vous allez voir leur attitude posturale. Fait que ça se peut très bien que les tensions-là soient trop grandes. Donc, ça vous indique quel muscle relâcher davantage lorsque le client va vous dire que je suis inconfortable dans certaines zones. Ça va? Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Et je réponds à une question que j'ai eue. Carole qui me demande, je vais vous lire la question. J'aimerais savoir si c'est possible de faire quelque chose pour mon fils de 40 ans qui a eu un accident de ski le 13 mars dernier. Et à la suite de ça, il y a eu une dislocation, donc dislocation, luxation de l'épaule gauche. Il y a une légère fracture de l'humérus, je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Il y a une possibilité de déchirure des tendons. Il a encore un engourdissement dans la région de sa dislocation et une douleur qui se situe à 5 sur 10. Les médecins parlent de l'opérer, mais malheureusement, avec la situation de la COVID, les opérations sont en attente. Alors, on me demande si moi, je me permettrais de faire quelque chose pour soulager cette personne-là. Oui. Pourquoi? Parce que je peux masser en position assise. Alors là, je ne sais pas ce qu'est la fracture. Il s'en va à 5 semaines de fracture ou de trait de fracture. Alors, je peux très bien décider de masser en position assise cette personne-là. Alors, je l'assieds confortablement sur une chaise de cuisine avec un oreiller sur l'épaule et m'assurer que les structures ne bougeront pas et permettre d'aller relâcher toute la musculature qui, lui, est en train de se protéger et qu'on vient de voir que ces muscles tendus vont faire des références à son épaule. Je vais le masser lentement, doucement et progressivement en respectant la tolérance de mon client. Ici, généralement, ils vont vous dire « Mon Dieu, que ça me fait tellement du bien, c'est vraiment cool. » Ben, écoute, je vais le faire, je vais accompagner la chaleur avec ça, mais je respecte les pathologies qui ont été diagnostiquées. Mais je me permets juste d'activer la circulation sanguine et de permettre un bel échange. C'est votre sang qui nourrit votre système, donc favoriser à si jamais il y a l'intervention chirurgicale qui s'en vient et bien sûr à la suite de ça, tout le processus de physiothérapie, ben, à garder une zone active et bien échanger la circulation sanguine. Fait que je pense avoir fait le tour. Je pense dans les limites. Je veux généralement pas dépasser 17 heures. J'espère que vous aurez apprécié. Je vous invite, bien sûr que je dis plusieurs choses, à réécouter et à prendre peut-être davantage vos notes quand vous réécoutez la diffusion qui reste enregistrée sur nos vidéos. Pour ceux qui sont avec le réseau des massothérapeutes professionnels du Québec, comme j'ai dit au début, si vous écoutez la vidéo, si vous répondez au questionnaire, donc 5 questions qui est faite avec ça, le réseau va vous émettre 1 heure d'attestation de formation continue. On est très heureuse ici à l'école d'avoir ce partenariat-là avec vous. Et n'oubliez pas que je vais répondre si vous avez d'autres questions qui sont posées au meilleur de mes connaissances, bien sûr avec toute la notion du muscle, de l'action du muscle, des chaînes musculaires et des fascias. J'adore ça, j'aime vraiment ça, faire ça, vous me remerciez de ma générosité. Bon, pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien que c'est bien plus moi qui me gâte. Je suis heureuse d'aider à améliorer la connaissance des pathologies pour les gens travaillant dans le domaine de la massothérapie. Je suis une fan finie de l'efficacité de la massothérapie. Je crois à tous les intervenants qui travaillent avec nous. Puis, je crois aux équipes multidisciplinaires, puis c'est magnifique. Et la semaine prochaine, ça sera sur les pathologies du coude, du poignet, donc les épicondylites médiales latérales, les syndromes du nerf ulnaire, les syndromes du tunnel carpien, les fractures que vous pouvez noter, les tendinites de Kervin ou l'arthrose ou l'arthrite au niveau des mains. Je vous remercie
Pour tous ceux que je ne vous connais pas, merci d'être avec nous. C'est un honneur de pouvoir vous informer, de vous parler de notre philosophie de pensée. Et on se dit à la prochaine. Je vous adore. Merci beaucoup tout le monde. Bon confinement, soyez patients. Merci.